L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution pour dénoncer et agir contre les violences faites aux femmes en situation de handicap, présentée par Madame Annick Billon et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Annick Billon, auteure de la proposition de résolution. Chers collègues, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre, la proposition de résolution que mes collègues Roland Courteau, Chantal Deseyne, Françoise Laborde, Dominique Vérien et moi-même avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui est l'aboutissement de travaux conduits par la délégation aux droits des femmes sur un fléau qui est longtemps resté un impensé des politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'agit des violences que subissent les femmes en situation de handicap. À titre symbolique, nous avons souhaité déposer ce texte le 25 novembre 2019, journée dédiée chaque année dans le monde entier à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est d'ailleurs le jour qu'a choisi le gouvernement pour exposer les conclusions du Grenelle de lutte contre les violences conjugales, ouvert le 3 septembre dans le contexte créé par la prise de conscience de la réalité des féminicides. Notre proposition de résolution est largement partagée au sein du Sénat puisqu'elle réunit à ce jour 158 co-signataires de tous les groupes. Cette véritable mobilisation qui nous rassemble par-delà nos appartenances politiques montre un indéniable progrès dans la prise de conscience de la gravité de violences trop longtemps demeurées tabous. Signe d'une longue incapacité à nommer des comportements insupportables, les violences faites aux femmes en situation de handicap ont longtemps été banalisées et désignées par la notion de maltraitance, terme plus acceptable socialement. Cette incapacité à nommer ces violences a trop longtemps rendu les victimes invisibles. Les femmes handicapées sont longtemps restées invisibles et oubliées par des politiques publiques, comme nous le confiait l'association France Handicap. D'ailleurs, Nos sœurs oubliées, Forgotten Sisters, est précisément le titre d'un rapport consacré en octobre 2012 par l'agence ONU Femmes, Violences faites aux femmes handicapées. Son auteur, Michelle Bachelet, faisait observer combien la violence à l'égard des femmes handicapées demeurait largement ignorée. Aujourd'hui, grâce au combat inlassable d'associations comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir et de sa regrettée fondatrice Maudy Piot, à qui je souhaite une nouvelle fois cet après-midi rendre hommage, la parole de celles qui dénoncent ces comportements effroyables commence à être entendue. Plusieurs constats ressortent de notre travail. Premier constat, la prise de conscience très récente du lien entre le handicap et les violences faites aux femmes, puisqu'elle remonte à 2006 avec l'adoption à l'ONU de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce texte est le premier à avoir reconnu explicitement que les femmes et les filles handicapées courent des risques plus élevés de violences, d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement ou défaut de soins. La même année, un plan d'action pour la promotion des droits des personnes handicapées, élaboré par le Conseil de l'Europe, soulignait les besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles, parmi lesquelles on compte une proportion de victimes d'abus et de violences largement supérieure à celle que l'on constate dans la population féminine non handicapée. Deuxième constat, les violences peuvent être à la fois la cause et la conséquence du handicap. En effet, si le handicap accroît pour une femme ou une fille le risque de subir des violences, inversement, il peut aussi être la conséquence de violences subies. Ainsi, la Commission nationale consultative des droits de l'homme relevait dans un avis de mai 2016 que le handicap peut également être le résultat de la violence sexiste. Les violences subies peuvent être à l'origine chez les femmes battues de troubles psychiques et physiques importants et les agressions sexuelles entraîner des handicaps permanents. Il était donc plus que temps que soient pris en compte les besoins particuliers des femmes en situation de handicap parmi les victimes de violences, même si, à ce stade, la particulière vulnérabilité de ces femmes aux violences est attestée par des témoignages convergents et par diverses enquêtes, sans toutefois qu'on le puisse, à ce jour, s'appuyer sur une analyse statistique complète.
Troisième constat, les violences qui menacent les femmes en raison de leur handicap ne leur laissent aucun répit. Elles peuvent être le fait de l'entourage institutionnel ou familial. Selon une enquête réalisée par l'association Femmes pour le dire, pour agir, 60% des violences subies par les femmes en situation de handicap surviennent à leur domicile. Cela signifie qu'elles ne sont à l'abri nulle part. Quatrième constat, il y a une vulnérabilité particulière s'agissant des violences sexuelles liées au handicap mental ou physique pour des victimes qui ne sont pas en mesure de comprendre l'agression dont elles font l'objet et dont l'incapacité à dire non peut être perçue comme un signe de consentement à une relation sexuelle. À cet égard, la délégation a été plus particulièrement alertée sur l'exposition des femmes atteintes d'un trouble de l'autisme aux violences sexuelles. Je pense bien sûr au témoignage de Marie Rabatel. De manière générale, le risque de subir une violence sexuelle serait ainsi multiplié par 6 pour les femmes en situation de handicap mental. La réalité que recouvrent ces chiffres est insupportable. Il est donc positif qu'un groupe de travail dédié aux femmes en situation de handicap se soit constitué lors du Grenelle de lutte contre les violences conjugales. On peut voir dans cette méthodologie le signe que la vulnérabilité liée au handicap est enfin intégrée aux politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes, après en avoir été un angle mort, pour reprendre l'expression de notre collègue Laurence Rossignol. Il faut rappeler toutefois que l'exposition spécifique des femmes et des filles en situation de handicap aux violences ne doit pas se limiter au contexte conjugal, car elle concerne tout le champ des violences faites aux femmes. Le Grenelle ne saurait donc être considéré comme terminé depuis les annonces du 25 novembre. Il n'est qu'une étape dans un processus. Aujourd'hui, les moyens humains et financiers doivent être déployés dans tous les territoires pour prévenir, former, informer, accompagner, soigner, et je dis bien dans tous les territoires, en France métropole, dans les Outre-mer, dans les grandes villes et dans les territoires les plus ruraux, car la violence n'a pas de frontières. Pour gagner ce combat, nous devons avant tout changer notre regard aussi, tous, sur le handicap et sur les personnes en situation de handicap. Ces femmes aspirent à être considérées non pas comme d'éternelles mineures dépendantes de leur entourage, mais comme des citoyennes à part entière, dont la parole ne saurait être mise en doute au nom de leur handicap quand elles dénoncent des violences. Et bien entendu, ces dénonciations, elles doivent se faire dans un cadre particulier parce que ces personnes, elles sont en situation de handicap, Madame la Ministre. Donc forcément, des personnels formés et compétents pour les recevoir et peut-être pas des formations en ligne. C'est une petite aparté. Nommer les violences, reconnaître ces femmes comme citoyennes est déjà un pas pour lutter efficacement contre ce fléau. Nous devons donc tout mettre en œuvre, Madame la Ministre, pour mieux connaître ce fléau, avoir de véritables statistiques et enfin lutter contre ces violences qui sont, dans une société comme la nôtre, totalement inadmissibles et révoltantes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Michèle Gréaume pour le groupe CRCE. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, je tiens tout d'abord à excuser ma collègue Christine Pruneau, qui n'a pas pu être présente cet après-midi. Je tiens à saluer l'initiative prise par plusieurs membres de la délégation des droits des femmes pour permettre la discussion de cette PPR. Dénoncer et agir contre les violences faites aux femmes en situation de handicap, tel est le louable et nécessaire objectif de ce texte. En effet, ces femmes sont des victimes toutes désignées qui peinent à dénoncer et à se faire entendre. D'après un rapport de l'ONU, 4 femmes en situation de handicap sur 5 seraient victimes de tout type de violence. De son côté, une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales de 2018
montre que les femmes qui courent le plus de risques d'être victimes de violences conjugales sont celles de moins de 25 ans, qui se trouvent en situation de handicap. Même constat pour l'association Femmes Solidaires, qui a mis en place un numéro non surtaxé d'écoute pour répondre à la détresse des femmes handicapées. 35% des violences signalées sont commises par le conjoint, même si de nombreuses femmes n'appellent tout simplement pas, notamment en cas de handicap mental. Cette proposition de résolution formule 14 recommandations. Parmi elles, je citerai l'individualisation de l'allocation adulte handicapé, l'AH. Elle permettra de sortir de la dépendance économique qui rend compliquée la possibilité de quitter son conjoint violent. Au-delà de cette question, je me permets de rappeler que notre groupe a déposé une proposition de loi sur justement cette individualisation de l'AH pour toutes les femmes handicapées, PPL, qui malheureusement a été rejetée en octobre 2018. Je sais que nombre d'associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap n'ont pas compris que notre Haute Assemblée ne soutienne pas cette proposition. D'autant plus que 49% des femmes handicapées sont inactives et que 13% d'entre elles sont au chômage. La formation des professionnels de justice et de santé est également impérieuse. L'éducation dès le plus jeune âge indispensable. La promotion de l'égalité femmes-hommes primordiale. Autant de recommandations portées depuis de nombreuses années par les associations féministes. Dans les Côtes-d'Armor, de nombreuses initiatives en ce sens sont menées. Excusez-moi. L'association Athéol, par exemple, propose un accompagnement et un hébergement spécifique pour les femmes handicapées. La Maison des femmes du département regroupant 21 associations, dont Adaléa, qui propose une veille et des réponses très spécifiques pour les femmes victimes de violences conjugales et familiales. Une dernière remarque sur l'accessibilité des bâtiments pour les femmes en situation de handicap. Je souhaiterais rappeler l'incompréhension de mon groupe au sujet de l'allongement de 9 ans du délai d'accessibilité des lieux publics voté ici même en 2015. Appeler à une prise de conscience de la situation du handicap est une bonne chose, mais donner les moyens techniques, humains et financiers d'accompagner les femmes en situation de handicap, c'est mieux. À ce propos, nous regrettons qu'aucune occurrence ne soit faite sur les moyens financiers pour accompagner ces mesures. Former des professionnels, aménager des espaces d'hébergement adaptés, mener une politique publique d'inclusion, autant d'objectifs annoncés, mais sans budget véritablement alloué. Dans le département du Nord, en 2018, sur 8 000 appels reçus par l'association Solfa, seule la moitié a pu être traitée faute d'effectifs. Même constat pour l'hébergement d'urgence, avec plus de 500 demandes qui n'ont pu aboutir. Et les chiffres de 2019, encore inconnus pour le moment, ne seront malheureusement pas meilleurs. C'est dommage, d'autant que cette association a vu ses subventions sans cesse diminuer depuis 2010. Les associations féministes mobilisées sur le sujet espéraient sincèrement que le Grenelle débouche sur un plan Marshall doté d'au moins 500 millions d'euros, voire d'1 milliard. Une somme bien loin des 79 millions spécifiquement alloués à cette lutte. D'ailleurs, comment ne pas s'interroger sur le fait que les conclusions de ce Grenelle n'abordent même pas la question des femmes handicapées. C'est véritablement les grands oubliés et c'est bien la preuve que cette PPR arrive à point nommé. Parce qu'elle montre l'engagement du Sénat sur cette question et qu'elle représente un pas en faveur du droit des femmes, nous voterons sans réserve ce texte, co-signé déjà par 2 de mes collègues, Christine Pruneau et Laurence Cohen. Je vous en remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Dominique Vérien pour le groupe Union centriste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le sujet des femmes en situation de handicap m'est apparu comme particulièrement grave et sous-estimé
lors du travail que nous avons effectué avec mes collègues co-rapporteurs au sein de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Sous-estimé déjà parce que pas estimé du tout. Comme pour d'autres sujets, la protection de l'enfance par exemple, nous nous confrontons à une absence de données. S'il existe quelques enquêtes sectorielles qui tentent à montrer que ces femmes sont plus exposées aux violences que la population générale, les données sont anciennes. Le chiffre de 80% fréquemment cité provient d'un rapport du Parlement européen de 2007. 80% des femmes en situation de handicap seraient victimes de violences. Il nous faut donc des chiffres. Car comment construire une politique publique sur un sujet dont on ne maîtrise ni la fréquence, ni l'ampleur, ni les différentes dimensions, qu'elles soient psychologiques, sexuelles, conjugales ou économiques? L'adresse prévoit de réaliser entre 2021 et 2023 une grande enquête sur les personnes en situation de handicap. Tant mieux, mais pourquoi si tard? Grave et sous-estimé ensuite les défaillances dans la prise en charge des jeunes filles en situation de handicap dans les établissements spécialisés. Défaillances quant à la prescription de contraceptifs, par exemple, qui se ferait sans véritable consentement, ni réel suivi médical, et apparaît même être une condition pour pouvoir être accueillie. Lors de nos auditions, certaines interlocutrices sont allées jusqu'à se demander si ces pratiques n'étaient pas là pour se prémunir des conséquences de viol. On ne peut pas non plus passer sous silence les stérilisations qui ont été imposées par le passé à des femmes handicapées dans des institutions françaises. Le Sénat avait déjà dénoncé ces pratiques en 2003 dans le cadre d'une commission d'enquête et les jugeait déjà alors sous-estimées. Aujourd'hui, les stérilisations sont heureusement encadrées par la loi et interdites sur les handicapés mentaux placés sous tutelle ou curatelle, sauf contre-indication médicale. Mais nous voulons ici rappeler avec force qu'aucune adolescente, aucune femme en situation de handicap ne devrait être obligée à une contraception ni faire l'objet d'une stérilisation dans des conditions contraires à la loi. Ce sont les femmes que l'on doit protéger et non pas les violences sexuelles. Grave et sous-estimée toujours est la culture de la soumission qui caractérise les relations entre les familles des personnes en situation de handicap et les établissements spécialisés qui les accueillent. Les familles seraient implicitement dissuadées de révéler des violences par peur que leur enfant ne soit exclu de l'institution ou qu'il soit l'objet d'un signalement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, en tant que corapporteur de la mission commune d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs commises par des adultes dans le cadre de leurs fonctions, le cas spécifique de ces établissements d'accueil nous avait été signalé, mais les associations les ayant en gestion n'ont pas cru bon de répondre à notre invitation pour être auditionnées, sinon l'Association des paralysés de France. Nous avions alors proposé que le FIJES soit obligatoirement consulté pour l'embauche de tout professionnel, voire de bénévoles, ayant à travailler dans ces institutions, demande renouvelée aujourd'hui dans cette PPR. Grave et sous-estimé, enfin, le manque de signalement. Or, vous le savez, le secret professionnel ne s'applique pas en cas de violence commise sur des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou d'une incapacité physique ou psychique. Il serait donc bon que le signalement ne soit plus considéré, notamment par les médecins, comme une délation ou une prise de risque de leur part, mais bien comme un acte pouvant sauver une vie. Je souhaite donc que le débat sur la question de l'obligation de signaler, qui actuellement se poursuit au sein d'une mission d'information au Sénat, aboutisse à une solution permettant de protéger les personnes, et particulièrement les femmes, en situation de handicap. Mes chers collègues, cette gravité et cette sous-estimation m'ont poussé à co-signer ce projet de résolution que je vous invite à voter.
Merci, cher collègue. La parole est à Madame Chantal de Seyne pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis de discuter aujourd'hui cette proposition de résolution qui permet de mettre en lumière un sujet très grave et pourtant encore tabou. Comme l'a rappelé Annick Billon, ce texte s'inscrit dans la continuité des travaux de la délégation aux droits des femmes qui a publié au mois d'octobre un rapport sur les violences faites aux femmes en situation de handicap, dont j'étais co-rapporteure avec Roland Courteau, Françoise Laborde et Dominique Vérien. La proposition de résolution insiste sur les multiples formes que prennent ces violences, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Elle souligne aussi, il faut le rappeler, que la vulnérabilité des femmes en situation de handicap est exacerbée par une menace constante. En effet, ces violences peuvent être commises aussi bien au sein de leur domicile, par un conjoint ou par des proches, qu'au sein d'institutions par des membres du personnel. Pourtant, rares, voire inexistantes, sont les campagnes de prévention ou actions de sensibilisation contre ces violences. Mon intervention portera plus spécifiquement sur le lien qui peut exister entre précarité des femmes en situation de handicap et violence. En effet, ces femmes sont d'autant plus fragiles et vulnérables qu'elles se trouvent bien souvent dans une situation de dépendance économique. Elles ont du mal à poursuivre des études, à trouver un emploi et à évoluer dans leur carrière professionnelle. Elles subissent donc encore plus d'inégalités que l'ensemble de la population féminine. Notre rapport identifie plus particulièrement 3 facteurs aggravants: la précarité et la dépendance économique des femmes handicapées. Premier facteur aggravant: les femmes handicapées se heurtent à des obstacles dans le suivi de leur scolarité et leurs études supérieures, victimes de préjugés à la fois sur leur sexe et sur leur handicap. L'association Droit Pluriel a plus particulièrement alerté la délégation sur le taux très élevé de personnes sourdes ne sachant ni lire ni écrire. On ne saurait se satisfaire de cette situation et il faut impérativement prendre des mesures pour y remédier. L'une de nos recommandations appelle donc à améliorer l'accès aux études des jeunes filles en situation de handicap, car cela constitue un enjeu important de leur autonomisation. Et dans cette logique, bien sûr, nous visons aussi les études supérieures. Deuxième facteur aggravant: la surdiscrimination au travail des femmes en situation de handicap ne doit pas être sous-estimée, car elle a des conséquences sur la capacité de ces femmes à échapper à leurs éventuels agresseurs. Un remarquable rapport du Défenseur des droits, publié en novembre 2016, analyse en détail les multiples discriminations dans l'emploi dont sont victimes les femmes en situation de handicap. Le constat est édifiant. Le 11e baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi, publié en 2018 par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail, montre par exemple que 34% de la population active âgée de 18 à 65 ans déclare avoir été confrontée à des discriminations durant les 5 dernières années, contre une proportion de 54% pour les femmes en situation de handicap, soit plus d'une femme sur 2. Les préjugés freinent ainsi l'insertion professionnelle des femmes handicapées, victimes d'une double exclusion, parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont handicapées. À cet égard, il faut savoir que dans un cadre professionnel, un homme handicapé sera considéré comme plus apte à surmonter son handicap qu'une femme handicapée. Dans un premier temps, ces femmes sont soumises à une ségrégation horizontale, puisqu'elles sont davantage que les autres femmes susceptibles d'occuper des emplois de niveau inférieur ou des temps partiels, généralement peu rémunérés, qui les maintiennent dans une situation de précarité. Dans un second temps, elles se heurtent à un plafond de verre accru, puisque 1% seulement des femmes handicapées en emploi sont cadres, contre 10% chez leurs homologues masculins.
L'une de nos recommandations propose donc que le critère de l'égalité femmes-hommes soit mieux pris en compte dans les politiques visant à favoriser l'emploi et la formation des personnes en situation de handicap. Suivant les préconisations du Défenseur des droits sur le sujet, nous recommandons aussi la mise en place de mesures concrètes pour rendre effectifs les aménagements de postes dans l'emploi et pour développer l'accessibilité des établissements de formation, des entreprises et des administrations au bénéfice des personnes en situation de handicap. Troisième facteur aggravant, lorsque la seule ressource de revenus des femmes en situation de handicap est l'allocation aux adultes handicapés, elles demeurent dans une situation de précarité et de dépendance intolérable. En effet, en tant que revenu de solidarité, l'AAH est soumise à des conditions de ressources et intègre les revenus du conjoint dans le barème de versement. Convaincus que l'autonomie économique des femmes handicapées est un prérequis pour leur permettre d'échapper à des situations de violence, nous appelons donc à une réflexion sur l'allocation aux adultes handicapés qui prenne en compte l'importance de celle-ci dans le contexte de violence au sein du couple pour l'autonomie de la victime par rapport à un conjoint violent. Pour conclure, je dirais que le renforcement de l'autonomie professionnelle est l'un des facteurs clés pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. Et pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter cette proposition. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Roland Courteau pour le groupe socialiste et républicain. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est avec une émotion particulière que j'interviens cet après-midi à la tribune du Sénat pour porter avec mes collègues rapporteurs et avec la présidente de la délégation aux droits des femmes cette proposition de résolution. Ce texte constitue l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois sur les violences faites aux femmes en situation de handicap. Le rapport d'information qui en est issu a été adopté par notre délégation à l'unanimité. Comme l'a dit notre présidente, le fait que cette proposition de résolution soit co-signée par un si grand nombre de sénateurs et de sénatrices de tous les groupes politiques traduit l'implication de toute notre Assemblée pour défendre les victimes de ces violences insupportables, parce qu'elles visent des personnes vulnérables et qu'il est de notre devoir de défendre contre les prédateurs qui les prennent pour cible. J'ai bien dit, oui, prédateurs. Mon engagement contre les violences faites aux femmes est ancien. C'est le fil conducteur de mon parcours d'élu. J'y travaille depuis de longues années, à la fois comme législateur et aussi sur le terrain. Si ces dernières années, quelques avancées ont pu être constatées, notamment en matière de lutte contre les violences conjugales, on ne peut en dire autant des violences auxquelles sont confrontées les femmes en situation de handicap. Deux adjectifs ont émergé des témoignages que nous avons entendus au cours de notre travail. Oublié et invisible. Et il faut ajouter inaudible, car à toutes les violences que subissent ces femmes s'ajoute la violence qui résulte d'une parole presque toujours mise en doute au nom de leur handicap, comme si leur identité pouvait être réduite à celui-ci. Certes, la prise en compte des femmes handicapées dans les politiques publiques de lutte contre les violences est récente, puisqu'elle remonte en réalité aux deux derniers plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes. Le 4e plan, qui couvre la période 2014-2016, et le 5e plan, qui concerne les années 2017-2019. On peut donc espérer que les dynamiques enclenchées depuis 2014 conduisent prochainement, si les moyens nécessaires sont mobilisés, à des résultats concrets. Le 4e plan a ainsi pris en compte les femmes handicapées dans les objectifs définis dans le domaine de la formation initiale et continue des agents du service public et des professionnels. C'était une orientation pertinente, car la formation des personnels, on le sait, est décisive dans ce domaine. Dans le même temps, des clips de sensibilisation ont été adaptés à certaines formes de handicap, puisqu'ils ont été sous-titrés et traduits en langue des signes.
Voilà une bonne pratique à rendre, si possible, systématique. Quant au 5e plan, il prévoyait la formation des professionnels au contact des femmes handicapées, l'éducation à la vie sexuelle et affective dans les établissements médico-sociaux et la signature d'une convention entre le 3919 et le 3977, numéro national pour lutter contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées, afin d'orienter les femmes en situation de handicap vers des structures spécialisées. Nous avons par ailleurs noté que la feuille de route issue du comité interministériel du handicap, intitulée « Gardons le cap, changeons le quotidien », prenait aussi en compte la lutte contre les violences faites aux femmes, en contribuant notamment à renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel et les discriminations. Et cette démarche devra donc être amplifiée à l'avenir. Parmi les pistes à explorer, peut-être pourrait-on promouvoir des campagnes de sensibilisation et de communication montrant des femmes en situation de handicap. Il faut que celles-ci cessent d'être invisibles pour sensibiliser l'opinion publique à la réalité des violences qu'elles subissent. Il est certain que l'effort de formation des professionnels doit se poursuivre de manière plus ambitieuse afin d'encourager et de crédibiliser d'ailleurs la parole des victimes de violences et de leur garantir une prise en charge adaptée. C'est un impératif bien connu de la délégation. Il est encore plus prégnant dans le cas des femmes en situation de handicap. Pour révéler les violences subies, les femmes doivent pouvoir se tourner vers des professionnels formés. Dans le cas des personnes en situation de handicap, la formation insuffisante des professionnels peut déboucher sur de graves écueils. Plus particulièrement, la méconnaissance des symptômes du psychotrauma par de nombreux praticiens conduit des professionnels à passer à côté d'une situation de violence. Tous les professionnels et bénévoles en contact avec des personnes en situation de handicap ou susceptibles de l'être devraient être formés au repérage des violences. Ce point concerne aussi bien les soignants, les bénévoles des centres d'accueil, les écoutants des plateformes téléphoniques que les personnels de l'ASE ou des cellules de recueil des informations préoccupantes. Il vise aussi, bien évidemment, les professionnels de la chaîne judiciaire. Madame la ministre, nous comptons sur le gouvernement pour que le 6e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, qui devrait commencer en 2020, poursuive et amplifie les quelques efforts déjà observés ces dernières années. Par ailleurs, il nous a paru regrettable que la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement ne prévoit pas de mention explicite à la prévention et à la lutte contre ces violences, même si certaines mesures peuvent contribuer à une prévention indirecte des violences sexuelles à l'égard des femmes autistes. Il y a probablement là une piste d'évolution à envisager. Quant au Grenelle, je ne suis pas convaincu que les actions spécifiques annoncées le 25 novembre dernier à destination des femmes en situation de handicap soient à la hauteur des enjeux. La formation en ligne, certifiante, s'adressant aux professionnels des établissements et services médico-sociaux, manque d'ambition. Je ne vois pas comment une formation en ligne pourrait se substituer à un réel apprentissage, compte tenu de la complexité et de la sensibilité de la question. Permettez-moi aussi d'exprimer quelques doutes sur les centres de ressources prévus dans chaque région pour accompagner les femmes en situation de handicap dans leur vie intime et sexuelle et leur parentalité. Notre rapport souligne la nécessité d'une éducation à la sexualité pour toutes les jeunes femmes en situation de handicap, dans une perspective de prévention des violences et d'accompagnement à la maternité. Or,
Ces centres ressources ne sont pas à la hauteur de cet enjeu, ni par leur nombre trop faible, ni par leur objectif formulé en des termes aussi abstraits que flous. Pour finir, il nous a semblé que deux évolutions étaient nécessaires pour mieux accueillir les femmes handicapées victimes de violences. D'une part, il s'agit de faire en sorte que les politiques publiques du handicap intègrent la dimension de l'égalité femmes-hommes dès le plus jeune âge. D'autre part, les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes doivent systématiquement prendre en compte la dimension du handicap. Et pour terminer, j'ajouterai que seule cette approche transversale des questions relatives au handicap et des politiques publiques de lutte contre les violences, croisant le genre et le handicap, pourrait permettre aux femmes en situation de handicap d'avoir toute leur place dans les plans de lutte contre les violences. Et bien sûr, Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous voterons, nous aussi, avec le groupe socialiste, sans réserve, ce texte. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE. Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, je suis heureuse de défendre aujourd'hui cette proposition de résolution visant à dénoncer et agir contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. Comme l'ont déjà dit mes collègues, ce texte fait suite à un rapport de la délégation aux droits des femmes. Il nous a semblé important d'étudier en détail la situation de ces victimes parmi les plus vulnérables. Les personnes auditionnées nous ont rappelé l'importance de considérer les individus en situation de handicap comme des objets, non pas comme des objets de soins, mais comme des sujets de droit. Pour ma part, je centrerai mon intervention sur la question de l'accès aux droits pour ces femmes, véritable clé de la réussite dans la lutte contre les violences. Il détermine, par exemple, leur accessibilité aux structures d'accueil ou encore leur prise en charge par les forces de police et de justice. D'énormes progrès restent à faire en la matière. Si les démarches pour se rendre au commissariat et porter plainte sont éprouvantes pour les femmes victimes de violences, elles peuvent être insurmontables pour les femmes en situation de handicap. Le manque de formation des professionnels et l'inadaptation de certaines procédures aux formes de handicap sont des facteurs de blocage encore plus forts à la libération de la parole des femmes handicapées. Cette spécificité nécessite une formation particulière qui fait souvent défaut aux forces de sécurité et au personnel de la justice. La formation, encore insuffisante s'agissant des violences faites aux femmes, comporte davantage de lacunes concernant les personnes handicapées. D'après les témoignages, l'accueil des victimes en situation de handicap par la police est largement perfectible. Manque d'empathie parfois, attitude condescendante, inadaptation des questions, et comme l'ont dit mes collègues, tout cela ne s'apprend pas en ligne. Alors que la crédibilité des victimes est centrale dans la procédure judiciaire, les personnes handicapées sont souvent infantilisées et présumées incapables. Les personnels n'intègrent pas le fait que les victimes puissent être particulièrement traumatisées par les violences subies. Ces constats faits pour la police valent aussi pour la justice. Comme nous l'a indiqué la directrice de l'association Droit Pluriel, les professionnels du droit ne comprennent pas, par exemple, la spécificité des personnes malentendantes. Le nombre de permanences juridiques en langue des signes reste à ce jour très limité. Le public concerné est exclu de fait des lieux d'aide aux victimes. En conséquence, nous plaidons pour le développement d'outils et de procédures permettant aux personnes handicapées d'entamer des démarches judiciaires dans des conditions adaptées. Cet effort doit notamment porter en direction des personnes autistes et des personnes malentendantes.
L'accès aux droits des personnes en situation de handicap passe d'abord par l'accessibilité matérielle des dispositifs destinés aux victimes, comme les centres d'hébergement ou lieux de dépôt de plainte. Mais une meilleure accessibilité suppose aussi la formation et la sensibilisation des acteurs de la chaîne judiciaire aux problématiques du handicap. Construire des rampes d'accès ou des ascenseurs adaptés ne suffit pas. Un autre volet essentiel des droits des personnes en situation de handicap est celui de leur accès à la santé et de leur autonomie en matière de soins, condition nécessaire à leur dignité. Le Parlement européen, dans des résolutions de mars 2007 et novembre 2018, a souligné les difficultés liées à l'inadaptation des infrastructures médicales et regretté le manque de suivi gynécologique des femmes handicapées. Une étude de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, publiée en 2018, relative aux besoins et à la prise en charge gynécologique et obstétricale, montre un déficit plus important dans le suivi gynécologique des femmes en situation de handicap. Par exemple, 85% d'entre elles n'ont jamais passé de mammographie. On ne peut se satisfaire de cette situation. L'accès aux soins et au dépistage des cancers féminins est un droit qui ne peut être enlevé aux femmes en situation de handicap. L'une des recommandations de notre rapport porte donc sur le suivi gynécologique des femmes et adolescentes en situation de handicap. Il est indispensable qu'il soit régulier, a fortiori dans le cadre d'un traitement contraceptif, qu'elle réside ou non dans des institutions. Nous demandons également que des équipements de dépistage du cancer du sein soient adaptés aux patientes handicapées. L'information des adolescentes et des femmes handicapées sur la contraception et leur éducation à la sexualité doit s'inscrire dans la prévention des violences, y compris sexuelles, auxquelles elles sont particulièrement exposées, et s'étendre à la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Pour conclure, je voudrais citer ces paroles fortes de Brigitte Bricout, alors présidente de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, association de référence pour la prise en charge des femmes en situation de handicap, victimes de violences. Ce n'est pas notre handicap qui nous définit, c'est d'être femmes. Les femmes, qui constituent la moitié de la société civile, sont des citoyennes, comme les femmes en situation de handicap. Cette position de citoyenne est constitutive de notre engagement. Nous ne sommes pas à côté de la société civile, mais à l'intérieur. Il est de notre devoir de garantir la citoyenneté à laquelle les femmes en situation de handicap aspirent légitimement. Mes chers collègues, je vous remercie et je vous invite, tout comme le feront les membres du groupe RDSE, à voter cette proposition de résolution. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à monsieur Xavier Iacovelli pour le groupe La République En Marche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous étudions aujourd'hui une proposition de résolution présentée par nos collègues, membres de la délégation des droits des femmes. Nous tenons à en saluer l'initiative transpartisane et nous partageons largement les objectifs énoncés dans cette proposition de résolution. La lutte contre les violences faites aux femmes est un combat de tous les instants. Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. 12% des Françaises ont été victimes de viols selon une étude de l'Institut IFOP et 43% déclarent avoir subi des gestes sexuels sans leur consentement. Nous partageons le constat, plus qu'alarmant, sur l'exposition particulièrement marquée des femmes en situation de handicap aux violences, que ce soit dans le cercle familial ou dans les institutions spécialisées. D'après un rapport de l'ONU, 4 femmes en situation de handicap sur 5 seraient victimes de tout type de violence, et notamment sexuelle et conjugale. Un autre chiffre nous démontre l'ampleur du phénomène. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dans une étude de 2016, les femmes qui courent le plus de risques d'être victimes de violences conjugales sont celles de moins de 25 ans et qui se trouvent en situation de handicap. Il s'agit d'un cercle vicieux. Le handicap accroît le risque de violence et les violences accroissent le handicap. Nous devons tout mettre en œuvre pour sortir de cette spirale infernale et mieux protéger les femmes. Cela passe tout d'abord par une meilleure prévention et une meilleure connaissance du phénomène, grâce notamment aux nombreuses études et aux statistiques.
Nous devons également travailler davantage avec les acteurs associatifs qui, chaque jour, proposent une écoute, un accompagnement juridique, social et psychologique à destination de ce public particulièrement exposé. Enfin, la facilitation des démarches administratives et judiciaires apparaît nécessaire pour favoriser la prise en charge effective des victimes. Le gouvernement a pleinement conscience de cette réalité. Durant le Grenelle contre les violences conjugales, la prévention contre les violences faites aux femmes en situation de handicap avait fait l'objet d'un groupe spécifique. Un certain nombre de propositions ont été annoncées et seront mises en œuvre dès 2020. Je pense notamment à la lutte contre les violences en établissements et services médico-sociaux, par un travail d'encadrement et de valorisation des bonnes pratiques déployées par les ARS. Je pense également à la formation des professionnels de santé, intervenant dans les ESMS sur les violences faites aux femmes, dont les violences conjugales. L'objectif est également de faire connaître les dispositifs déjà mis en place et qui ont prouvé leur efficacité. Ainsi, le 3919, service d'écoute téléphonique pour les femmes victimes de violences, sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Nous sommes favorables à toute initiative visant à prévenir et à lutter contre les mauvais traitements infligés aux personnes en situation de handicap. La société inclusive que nous prônons est une société dans laquelle est intégrée chaque personne en dehors de toute autre considération. De ce fait, elle lutte contre les inégalités de destin par sa solidarité. Aussi, nous saluons la qualité du rapport d'information du groupe de travail mené par le sénateur Roland Courteau, au nom de la délégation des droits des femmes, et nous en partageons les propositions car elles vont dans le sens d'une meilleure prise en charge des femmes en situation de handicap victimes de violences. Les politiques publiques concernent l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale du quinquennat, s'entendent de manière générale. Elles concernent, a fortiori, les femmes les plus vulnérables, et c'est pourquoi nous soutiendrons unanimement cette proposition de résolution. Voter cette proposition de résolution à l'unanimité du Sénat enverrait un message fort et démontrerait que notre volonté commune de lutter ardemment contre toute forme de violence faite aux femmes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci, Monsieur Iacovelli. La parole est à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Annick Billon, mes chers collègues, le nombre de femmes décédées cette année sous les coups de leur conjoint est de 149. Mais durant le Grenelle des violences conjugales installé le 3 septembre dernier par le gouvernement, une attention toute particulière a été portée à cette question des féminicides et à son ampleur, mais également à la question des violences faites aux femmes en situation de handicap. Pour la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, à laquelle j'appartiens ici au Sénat, nous avons voulu mettre l'accent sur ce fléau, souvent oublié par les politiques publiques, que sont les violences faites aux femmes handicapées. En effet, lors de la table ronde que nous avions organisée le 6 décembre 2018, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Madame Pascale Ribes, vice-présidente de l'association France Handicap, rappelait une fois encore que, je cite, « les femmes handicapées restent invisibles et oubliées pour les politiques publiques ». Je tiens à remercier nos collègues Dominique Vérien, Chantal Dessayne, Françoise Laborde et Roland Courteau pour leur travail et ce rapport qui nous permettent aujourd'hui de mesurer tout l'enjeu de cette résolution. De nombreux points mis en avant par le rapport ont déjà été rappelés, mais je souhaite mettre l'accent sur l'effort nécessaire de formation des professionnels, en particulier des forces de police et de justice. Premiers interlocuteurs de toute victime souhaitant déposer plainte, dans de nombreux cas, l'accueil des victimes en situation de handicap reste difficile. Manque d'empathie, manque d'égard, attitude condescendante, inadaptation des questions ou de la procédure. C'est pourquoi il est essentiel qu'ils acquièrent des connaissances solides afin d'accueillir dans les meilleures conditions de bienveillance, les femmes en situation de handicap qui sont victimes de violences. Ainsi, au cours des auditions menées par nos collègues rapporteurs, ont été notamment soulevées les difficultés que rencontrent les personnes sourdes et malentendantes. Quelques remarques. Tout d'abord, celles-ci ne sont pas familières du monde judiciaire. De plus,
les professionnels du droit sont peu réceptifs quant à leur situation. À cela, force est de constater que le nombre de permanences juridiques en langue des signes reste à ce jour très limité, ce qui exclut davantage ces personnes des dispositifs mis en place pour l'aide aux victimes. Ce même constat se voit également à l'égard des personnes autistes et plus largement des personnes malentendantes. Au travers de ces différentes lacunes posées aujourd'hui, vous aurez compris, mes chers collègues, que nous recommandons en conséquence un renforcement de la formation et de la sensibilisation des acteurs de la chaîne judiciaire aux problèmes du handicap. Je réitère ma volonté, comme membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat, de la nécessité d'une prise de conscience que tous nous devons avoir à l'égard de tels agissements, et je vous invite, avec les membres de mon groupe, du groupe de l'Union centriste, à adopter cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Nicole Duranton pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Annick, mes chers collègues, 80% des femmes handicapées subissent des violences. Négligées, humiliées, insultées, frappées, violées, parfois tuées. Nous ne pouvons plus tolérer l'intolérable. Les gouvernements successifs se sont penchés sur ce sujet ô combien tragique, mais hélas, jusqu'à aujourd'hui, ces violences persistent. Cette proposition de résolution en date du 25 novembre vient s'inscrire dans la continuité des travaux de notre délégation aux droits des femmes engagée au cours de la session 2017-2018 sur les violences faites aux femmes et du rapport déposé le 3 octobre dernier par mes collègues Chantal Deseyne, Dominique Vérien, Françoise Laborde et Roland Courteau, dont je salue l'excellente initiative. Il y a un sujet sur lequel nous ne pouvons pas transiger, tant il est important. Un sujet qui, cependant, reste étrangement silencieux lorsqu'il s'agit des femmes en situation de handicap, qui comptent pourtant parmi les premières victimes d'abus, compte tenu de leur vulnérabilité. Ce sujet, vous l'aurez compris, mes chers collègues, c'est le consentement. C'est l'angle mort de la politique publique d'accompagnement du handicap. Pourtant, il n'est pas possible de le considérer comme acquis par défaut, qu'il s'agisse de sexualité ou de tout autre domaine de la vie. Je souhaite donc rappeler dans un premier temps la nécessité de mieux relier les indicateurs violence et handicap dans la prise en charge institutionnelle et légale des victimes, afin d'obtenir des bases statistiques qualifiant et quantifiant mieux les faits. Selon une étude menée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 31% des femmes en situation de handicap sont ou ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. 3,9% de femmes handicapées sont victimes de violences dans le couple, contre 1,87% des femmes en moyenne. Les femmes en situation de handicap ont jusqu'à 10 fois plus de risques d'être maltraitées que les femmes valides. En France, cependant, aucune étude nationale spécifique n'a été menée récemment pour mesurer ces violences. Maudy Piot, présidente de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, estime que 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences, notamment en dessous de 25 ans. Les agresseurs sont les conjoints à 40%, les ex-conjoints à 10%, les enfants à 14%, les parents à 9% et les aidants extérieurs à 18%, selon les statistiques du 114, numéro d'urgence dédié aux personnes sourdes ou malentendantes. Ces femmes sont également victimes d'agressions sexuelles dans les institutions spécialisées qui les accueillent, comme les IME ou les ESAT. Les dispositifs d'urgence existants doivent être aidés pour repérer les victimes plus efficacement. Cependant, ces abus de faiblesse ont lieu 60% au domicile, rendant le problème invisible. Beaucoup de femmes n'appellent pas ces numéros d'urgence, n'entrant pas non plus en contact avec les nombreuses associations qui assurent un travail remarquable de terrain au quotidien et auxquelles je rends hommage aujourd'hui. Il convient de diversifier les systèmes de signalement et de contrôle afin que cette réalité soit prise en compte. En dépit des conseils et de l'écoute des associations et institutions, les violences perdurent souvent. Il faut alors porter plainte, mais la démarche est difficile, surtout lorsque des dépendances existent. Ces dépendances peuvent être financières à travers la gestion de l'AAH par un proche maltraitant, mais également matérielles à travers le logement ou la nourriture, ou encore affectives, avec la pression morale exercée par le proche maltraitant.
La peur des représailles est également très présente. Dans un second temps, il faut donc évoquer la sécurisation d'un véritable parcours de plainte autonome et accessible pour toutes les femmes victimes de violences qui ont peur de se lancer dans une démarche judiciaire pourtant essentielle. Une fois ce cap franchi, le parcours de la combattante ne s'arrête pas. Il faut encore se déplacer et oser entrer dans le commissariat ou la gendarmerie. Or, tous ces lieux ne sont pas encore entièrement accessibles. Il y a aussi la honte face à des personnels parfois insuffisamment sensibilisés et formés pour recevoir ces plaintes. Trouver des solutions adaptées permettant de fluidifier la procédure est une priorité pour ces femmes. Il faut que l'ensemble des personnels d'accompagnement, les forces de l'ordre et plus largement les citoyens prennent conscience de la réalité des violences faites à leur encontre. Cela implique de la pédagogie, de la formation, comme le rappelle le texte dans notre proposition de résolution. Je conclurai en disant, bien entendu, que mon vote est favorable à cette résolution que j'ai co-signée, mais également, mes chers collègues, nous sommes tous les porte-parole de ces femmes en situation de handicap, victimes de violences. Il faut absolument que la peur change de camp. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Pascale Gruny pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, nous nous penchons aujourd'hui sur l'un des angles morts des politiques publiques françaises, les violences faites aux femmes en situation de handicap. Et je remercie notre collègue et présidente Annick Billon d'avoir porté ce sujet au sein de la délégation aux droits des femmes. Le rapport sénatorial du 3 octobre dernier de nos collègues Chantal Deseyne, Françoise Laborde, Dominique Vérien et Roland Courteau avait pointé un manque criant de données sur le sujet en France, alors même que plusieurs rapports internationaux sont unanimes pour souligner la surexposition des femmes handicapées aux violences. Le constat est en effet sans appel. Près de 80% des femmes handicapées sont victimes de tout type de violence. Tentatives de culpabilisation par des proches, moqueries et méchancetés gratuites au quotidien, maltraitances hospitalières, hospitalisation abusive en hôpitaux psychiatriques, abus de confiance. Autre chiffre glaçant, les femmes handicapées sont 4 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que le reste de la population féminine. La vulnérabilité liée au handicap place bien souvent des femmes dans des situations de dépendance économique et émotionnelle vis-à-vis de leur agresseur. Beaucoup d'entre elles n'osent pas porter plainte par peur des représailles. D'autres, atteintes de handicap mental, sont même dans l'incapacité d'appeler les numéros d'urgence. Lorsqu'elles osent ou peuvent franchir le pas, elles sont alors confrontées à d'autres violences psychologiques. C'est le cas de cette femme autiste dont on ne croit pas l'histoire parce qu'elle a du mal à s'exprimer et que ses émotions ne sont pas assez manifestes. Ou encore l'exemple terrible de cette femme malentendante qui se voit demander par des policiers de mimer le viol qu'elle a subi car elle n'est pas capable de le raconter. Cette proposition de résolution appelle à une prise de conscience sociétale qui doit passer par une sensibilisation accrue de tous à ces violences. D'abord, il est primordial de mieux former les professionnels à la spécificité des violences sexuelles commises contre les femmes en situation de handicap. Cet effort de formation doit même être étendu à tous les intervenants potentiels, les soignants, les écoutants des plateformes téléphoniques, professionnels et bénévoles en contact avec des personnes handicapées, sans oublier les magistrats et agents de police qui sont en première ligne lorsqu'une victime souhaite déposer plainte. Il est en outre nécessaire d'améliorer l'information des personnes handicapées sur leurs droits, ce qui suppose le développement d'outils de communication dans des formats accessibles, quel que soit le handicap. Une rencontre annuelle et obligatoire avec un psychologue serait aussi une véritable avancée pour aider les victimes à rompre le silence. Enfin, il est temps de briser l'omerta qui règne encore trop souvent dans certains établissements spécialisés.
Le secret professionnel ne doit pas permettre aux professionnels de s'exonérer de leurs responsabilités quand ils sont en mesure de présumer qu'une personne handicapée est victime de violences. J'ai en mémoire le témoignage accablant d'une professionnelle de santé dans mon département de l'Aisne qui soupçonnait un père de famille de viol incestueux régulier sur ses 2 filles placées en institution. Tout le monde savait, personne n'a jamais osé parler. Parce que le signalement de situations de violence peut sauver des vies, nous devons soutenir l'introduction dans le code pénal d'une obligation de signalement des violences physiques, psychiques ou sexuelles, et notamment l'attention des professionnels de santé. Pour conclure, chers collègues, les violences faites aux femmes en situation de handicap sont aujourd'hui invisibles, mal connues et trop peu prises en compte. Nous voterons cette proposition de résolution parce qu'elle encourage un changement de regard de l'ensemble de la société et des acteurs de la chaîne sur ces femmes oubliées. Nous devons les aider à sortir du silence et surtout faire entendre leur voix. Comme l'excellent rapport de nos 4 collègues nous y invite, il est temps de dénoncer l'invisible et d'agir. Merci pour votre attention. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants. Je t'en prie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, longtemps, les violences ont été tabous, particulièrement celles commises sur les enfants et sur les femmes. 2019 aura été une année importante dans la lutte pour la fin du silence en France. Il était temps. Une mobilisation sans précédent de la société civile contre les violences faites aux femmes a vu le jour, avec comme point d'orgue la marche organisée par le collectif Nous Toutes au mois de novembre dernier. La prise de conscience est là, c'est une première étape. De nombreuses actions ont été mises en place dans nos rues, placardées sur les murs, comme une trace indélébile dans notre quotidien. Nous pouvons voir les prénoms de celles qui ont péri sous les coups. Un Grenelle contre les violences conjugales s'est tenu à la fin de l'année dernière. 30 mesures que nous soutenons sont et vont être mises en place avec comme objectif la prévention et la protection. Les violences faites au sein même du cercle familial sont désormais audibles. Ces violences sont physiques, mais peuvent aussi être morales, psychologiques ou sexuelles. Elles touchent tous les âges et tous les sexes, elles touchent toute notre société. La délégation aux droits des femmes, que je souhaite saluer pour son travail sans relâche, sous l'égide de son infatigable présidente Annick Billon, place aujourd'hui le Sénat devant le fléau spécifique des violences que subissent les femmes en situation de handicap. Le rapport d'information publié par la délégation en octobre dernier, avec un titre évocateur et des chiffres glaçants, nous donne des pistes de réflexion. La résolution proposée aujourd'hui en fait de même. Une discussion s'ouvre et elle doit absolument déboucher sur des réponses adaptées. Les témoignages recueillis lors des auditions, mais également ceux que l'on entend tous les jours dans les médias et autour de nous, sont éloquents. Les femmes en situation de handicap sont confrontées à de nombreux obstacles et à des violences qui se produisent bien souvent au sein de la famille ou dans les institutions qui devraient au contraire protéger. D'où l'importance d'avoir accès à des données fiables et actualisées pour prendre conscience de l'ampleur de cette situation. La délégation a appelé à une prise en compte systématique dans les politiques publiques des femmes en situation de handicap. Les conclusions et les mesures dévoilées lors du Grenelle contre les violences conjugales constituent une avancée. Elle est à poursuivre. La prévention et la sensibilisation sont primordiales. Une prise en charge adaptée en cas de violence l'est tout autant. Cette dernière doit être révisée. Tous les maillons du dispositif doivent être formés et sensibilisés aux besoins spécifiques des femmes handicapées. La résolution parle à juste titre de l'accès aux locaux médicaux, de police ou encore d'hébergement d'urgence. Cette accessibilité doit répondre à toutes les formes de handicap. Je souhaite aussi parler de la prise en charge durant les appels d'urgence. Il est nécessaire d'améliorer le système, là encore, grâce à la sensibilisation et à la formation du personnel. L'écoute est essentielle. C'est l'une des recommandations de la mission d'information et elle me semble nécessaire.
Le Grenelle prévoit l'ouverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 du numéro d'urgence 3919. Cette mesure précise qu'il sera rendu accessible aux personnes en situation de handicap. Ces personnes doivent être certaines qu'elles seront entendues, qu'une protection leur sera apportée et que leurs droits seront garantis. Les difficultés d'accès se retrouvent aussi dans les diverses formes de soins, de dépistage et de diagnostic. Comme le met en évidence la résolution, les études récentes ont démontré que les femmes handicapées étaient plus exposées au risque de cancer du sein du fait d'un dépistage insuffisant. La question du suivi, notamment gynécologique, est aussi essentielle et ne paraît pas non plus suffisamment bien prise en charge. La santé est un bien précieux pour chaque Français et chaque Française. La délégation aux droits des femmes a soulevé un autre point substantiel et la proposition de résolution que nous étudions le reprend. Il s'agit de l'autonomie économique des femmes en situation de handicap. De nombreux témoignages font part des difficultés d'accès à l'éducation dès le plus jeune âge. Cela se poursuit durant les études et plus tard lors d'une prise de poste ou de responsabilité supérieure. L'accès à l'éducation est un pilier de notre République. La possibilité de créer son parcours professionnel et d'accéder à l'emploi font partie de la base de notre système et de notre conception de l'égalité des chances. Il est important ici de mettre en lumière la situation des femmes atteintes d'autisme dans le milieu du travail, dont les témoignages appellent à l'urgence d'un meilleur dépistage. Chacun de nos concitoyens doit pouvoir prendre sa place dans notre société et ne pas s'en sentir exclu ou mis de côté. Notre système doit savoir s'adapter. Chacun doit se sentir concerné par le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Les acteurs associatifs manquent de moyens et parfois de personnes suffisamment formées pour mener à bien leur combat. L'État, bien conscient de l'enjeu dont nous traitons, doit être encouragé à prendre des mesures de lutte, mais aussi de prévention contre les violences faites aux femmes en situation de handicap dans ces politiques publiques. Les professionnels du secteur sont invités à poursuivre un haut niveau de formation et de sensibilisation sur ces violences, et nous, citoyens, devons modifier nos comportements et nos préjugés, car cette lutte se fera ensemble pour bâtir une société plus tolérante et protectrice, où chacun trouvera sa place. Le groupe Les Indépendants, dont tous les membres ont co-signé cette résolution, votera pour. Ce texte nous propose de réfléchir et d'avancer ensemble afin de répondre de manière adéquate à ce problème. Ce n'est que l'une des étapes de tout le travail qui reste à accomplir et elle est essentielle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Malhuret. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tenais tout d'abord à saluer votre initiative, transpartisane et consensuelle, sur un sujet qui, longtemps tabou, devient prégnant dans notre société, et c'est tant mieux. Comme vous l'avez très justement rappelé, être femme et en situation de handicap expose plus que tout à des situations de violence conjugale et sexuelle. Être femme et en situation de handicap représente souvent des motifs de discrimination dont le cumul de surcroît est plus qu'inacceptable. Vous l'aurez noté, c'est la première fois qu'un gouvernement comporte 2 secrétariats d'État, l'un au handicap, l'autre à l'égalité femmes-hommes, directement rattachés au Premier ministre. Loin d'être un angle mort, c'est au contraire la pleine démonstration de la volonté du Président de la République et du Premier ministre de mettre ces sujets au cœur de l'action gouvernementale et de nos politiques publiques. Vous l'avez souligné, d'après un rapport de l'ONU, 4 femmes en situation de handicap sur 5 seraient victimes de violences. Aussi, une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en date de mars 2016, montre que les femmes qui courent le plus de risques d'être victimes de violences conjugales sont les jeunes femmes en situation de handicap, de moins de 25 ans, qui se trouvent chez elles souvent. L'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, dont je tiens à saluer l'engagement de sa présidente Maudy Piot, qui nous a quittés, m'a fait part au cours de mes visites du nombre croissant des appels qu'elle reçoit depuis l'ouverture de son numéro d'appel en 2015. Parmi les appelants, 86% sont des victimes. Les autres font généralement partie de l'entourage,
38% des appelantes ont entre 45 et 65 ans. 16% de ces femmes ont entre 26 et 45 ans. Les moins de 25 ans, pourtant fortement victimes, n'appellent pas ou très peu, alors que ce sont celles les plus exposées. Les femmes touchées par des handicaps psychiques représentent plus d'un tiers des appelantes. Elles sont pour la moitié d'entre elles sans emploi. Les femmes qui ont une difficulté liée à une déficience intellectuelle n'appellent pas. Une autre enquête qui corrobore l'urgence à agir est celle qui a été menée par l'Association francophone des femmes autistes, quand 14,5% des femmes entre 20 et 69 ans en France ont subi des violences sexuelles en cours de leur vie, ce chiffre passe à 90% pour celles atteintes de troubles du spectre de l'autisme. Ces chiffres parlent pour eux-mêmes. Les paroles des femmes aussi. Quand elles nous disent, je cite, « Quand j'ai réussi à tomber enceinte, c'était un projet du couple depuis plusieurs années, et que mon conjoint m'avait alors intimé d'avorter par peur que je ponde un handicapé, SIC, puis maltraitance physique et psychologique qui ont entraîné ma fuite quand mon fils a eu 5 ans. » Entre autres histoires sordides. Une femme de 47 ans, atteinte d'une déficience physique à l'âge de 22 ans, témoigne. Violence de mon mari, qui me traitait de feignante et de handicapée égocentrique devant les enfants quand j'étais fatiguée. Il n'a jamais accepté la maladie. Il m'a supprimé l'accès au compte, à mon compte mail, repris les clés de la maison quand j'étais en rééducation. D'autres témoignages parlent d'eux-mêmes aussi édifiants, et vous les avez tous entendus lors de vos éditions. Et pourtant, pendant longtemps, la société ne se sentait pas concernée et souvent restait indifférente. Lancé par le Premier ministre le 3 septembre 2019, le Grenelle contre les violences faites aux femmes a été une occasion sans précédent de rendre compte de ce bilan accablant. J'ai porté justement un chantier particulier, un atelier sur les violences faites aux femmes handicapées. La société ne doit plus détourner le regard face à ces violences. Et croyez-moi, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever ce défi en prenant en compte les besoins spécifiques des femmes en situation de handicap dans tous les domaines de l'action publique. La mobilisation a permis d'accélérer, de renforcer la prise en considération du handicap dans la lutte contre les violences. Conformément aux engagements pris par le comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018 et repris encore lors du 3 décembre 2019, nous avons initié différentes actions. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la traite des êtres humains, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et les associations mobilisées se sont engagés dans la rédaction de fiches réflexes afin de former tous les professionnels qui interviennent auprès des femmes en situation de handicap à repérer les violences qu'elles subissent ou ont pu subir, à mieux les accompagner ainsi et les orienter. Ces fiches sont finalisées. Il s'agit aujourd'hui de travailler sur leur déclinaison opérationnelle et ce sera le cas prochainement. Concernant les urgences, le numéro 114 a été mis en accessibilité totale afin que les femmes malentendantes et sourdes puissent obtenir une réponse rapide. Le Grenelle nous permet de poursuivre notre action et de l'amplifier. Au titre de cette mobilisation interministérielle, nous allons par exemple agir plus fortement en matière de prévention. Lutter contre les violences faites aux femmes, cela nécessite de s'attaquer aux problèmes à la racine. C'est pour ça, l'éducation à la non-violence des enfants est un maillon indispensable de l'arsenal de mesures pour combattre ces drames et éviter de tels témoignages, je vous cite. Au collège, harcèlement scolaire lié à mon handicap et en tant que jeune femme, le légume, c'est moi, désignée comme telle par mes camarades, sans possibilité d'avoir un petit copain. On essaie de me rouler des pelles sans mon autorisation. C'est le témoignage très fréquent que l'on a au niveau des collèges et des lycées. Et c'est ce que nous dit cette femme de 32 ans, atteinte d'un handicap physique de naissance. Dans les actions que nous allons engager à ce titre, une attention toute particulière sera accordée aux enfants et aux jeunes en situation de handicap. Dans toutes nos actions, il nous faut être attentifs à ce qu'elles puissent être adaptées tant que de besoin aux femmes en situation de handicap. À ce titre, je tiens à souligner une avancée importante, la mise prochaine du 3919 en accessibilité aux femmes sourdes et malentendantes. Avec cette même exigence, sera aussi créé un document accessible aux femmes en situation de handicap qui leur permettra d'être informées sur la procédure, les recours et les possibilités d'accompagnement en cas de violence. Ce document sera adapté en fonction des dispositifs locaux en métropole comme en outre-mer, dans les lieux d'accueil, coordonner des actions locales, etc. Par ailleurs, nous nous sommes également engagés à mettre en œuvre des actions très spécifiques afin de répondre aux atteintes des victimes en situation de handicap.
Un centre de ressources sera déployé dans chaque région pour accompagner les femmes en situation de handicap dans leur vie intime et sexuelle et leur parentalité. Il organisera un réseau d'acteurs de proximité afin que chaque femme en situation de handicap puisse trouver ses réponses, qu'il s'agisse de sa vie intime ou face à des violences subies. Plus encore, ces centres seront un point d'entrée unique avec un réel rôle de coordination des différents acteurs concernés et surtout une identification beaucoup plus simple des interlocuteurs nécessaires lorsqu'on est confronté au pire. À travers cette organisation, les femmes seront soutenues dans leur pouvoir d'agir, notamment à travers des échanges avec leurs pairs. Ce centre ressources sera aussi au service des aidants familiaux et des professionnels et permettra plus rapidement d'avoir des retours d'expérience afin de pouvoir toujours mieux affiner l'action des services de l'État. Ce dispositif existe déjà, il s'inspire fortement du centre ressources situé en Nouvelle-Aquitaine, qui fonctionne bien car il est adossé à l'ensemble de cet écosystème. En parallèle, il sensibilise les aidants familiaux et les professionnels médico-sociaux. Nous travaillons actuellement avec les acteurs concernés à la rédaction du cahier des charges de ces centres de ressources pour les essaimer le plus vite possible. Un rappel sera fait à l'ensemble des établissements et services médico-sociaux sur la nécessité absolue du respect de l'intimité et des droits sexuels et reproductifs des femmes accompagnées. Aucune tolérance ne doit être acceptée sur d'éventuels manquements en la matière. C'est fondamental. La plus grande vigilance sera exigée des autorités de contrôle sur l'identification et le traitement sans délai des violences. Nous nous appuierons notamment sur la note d'orientation pour une action globale d'appui à la bientraitance dans l'aide à l'autonomie, remise par Denis Piveteau, président de la Commission pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance, conjointe au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et au Conseil national consultatif des personnes handicapées, remis en janvier dernier à Agnès Buzyn et moi-même. Il s'agit également de capitaliser sur les initiatives qui fonctionnent comme en Île-de-France depuis mai 2018. À l'initiative de l'Agence régionale de santé, le projet Handigynéco permet de faire intervenir des sages-femmes au sein des établissements médico-sociaux franciliens pour proposer un suivi gynécologique qui s'avère parfois être le premier pour certaines, consultation gynécologique, mais aussi travailler sur la notion de violence, d'atteinte corporelle, aussi bien avec les personnes handicapées qu'avec le personnel. J'ai pu vérifier par moi-même, je suis allée voir dans un établissement et c'est assez remarquable comme la parole, enfin, peut se libérer et que les femmes peuvent parler de leur propre corps, de leurs ressentis, et c'est indispensable. Les items de la mesure de satisfaction prévue par la Haute Autorité de Santé à destination des personnes accompagnées dans les établissements médico-sociaux devront également prendre en compte la dimension de la vie affective et sexuelle. Nous allons également améliorer l'accès aux soins des femmes en situation de handicap. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur Malhuret, il faut absolument qu'on puisse tout travailler sur l'accès aux soins, notamment l'accès aux soins gynécologiques, en mettant en œuvre les préconisations de la mission de Philippe de Normandie, dont le rapport a été rendu à la ministre de la Santé et à moi-même le 2 décembre 2019. Il s'agira ainsi d'assurer une fluidité, une accessibilité du parcours de santé, de renforcer la prévention. Une tumeur qui est déclenchée, qui est détectée chez une femme dans un établissement médico-social est 10 fois plus grosse qu'une tumeur d'une femme suivie en ville. C'est quand même, de façon anormale, une inégalité. Dans la prévention, dans la coordination des soins, et bien sûr, favoriser au maximum le droit commun et le libre choix. Il nous faut travailler aussi sur les urgences, avec la mise en place et l'essaimage de la charte Jacob, qui est un excellent outil de formation aux problèmes des personnes en situation de handicap. Nous soutiendrons les professionnels. Une formation en ligne certifiante sera mise en place pour faire monter en compétences massivement tous ceux qui interviennent dans l'accompagnement. Elle est complémentaire, monsieur le sénateur Courteau. Elle ne se substitue pas, elle est complémentaire aux formations qui sont déjà en place dans les établissements médico-sociaux. Ceci complétera les travaux déjà engagés par la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la traite des êtres humains, ainsi qu'avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Je tiens aussi à rappeler la signature qui a eu lieu déjà en mai 2018 avec l'association UNAPI et la gendarmerie pour pallier justement à cette accessibilité au contenu, mais aux formations aussi des agents pour la réception des plaintes. Enfin, il nous reviendra de pouvoir mesurer l'efficacité de notre action. Pour s'assurer de la réduction effective des violences subies par les femmes en situation de handicap, les enquêtes devront comprendre les indicateurs permettant d'établir la réalité des violences, qu'elles subissent, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, afin d'en suivre leur évolution.
Nous n'oublions pas non plus, et vous avez été plusieurs à le souligner, les questions relatives à l'emprise, notamment économique. Nous savons qu'elles peuvent être un frein dans la décision de quitter son domicile pour les femmes en situation de handicap qui subissent des violences conjugales. Nous travaillons actuellement aux possibilités qui permettent aux femmes de retrouver leurs droits, à savoir bénéficier du montant global de l'allocation adulte handicapé rapidement, beaucoup plus rapidement, après une séparation ou un divorce pour répondre à cette situation. Il en est de même concernant les solutions de logement d'urgence qui doivent être adaptées au handicap de la victime. Comme cela a été dit, sur l'ensemble de vos bancs, mesdames et messieurs les sénateurs, nous ne pouvons rester insensibles au sujet des violences faites aux femmes handicapées. Votre résolution, tout comme le rapport d'information que la délégation aux droits des femmes d'octobre dernier le démontre. Sachez que le gouvernement y met la même énergie. Chaque action en faveur du handicap s'intéresse à l'égalité femmes-hommes et la réciproque est aussi vraie pour répondre au sénateur Courteau. Vous pouvez compter sur le gouvernement pour se tenir aux côtés de la Chambre haute à chaque occasion de faire avancer la cause qui nous réunit aujourd'hui, celle des femmes en situation de handicap qui sont des citoyennes à part entière. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Union centriste sur l'ensemble de la proposition de résolution. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Donc, plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à constater les résultats du scrutin. Voici le résultat du scrutin numéro 63. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 341, pour l'adoption 341, contre 0, le Sénat a adopté. Je vais suspendre la séance pour quelques instants.